Donc, la première partie de notre étude des circuits va porter sur les condensateurs. Les condensateurs, c'est des objets qui servent à accumuler de la charge pour ensuite pouvoir la redonner, souvent de manière rapide. Ils peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être comme ici, où est-ce que j'ai une espèce de boîte rectangulaire. On peut en avoir et tout qui ont une forme plutôt cylindrique. Là, la chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont formés de deux plaques métalliques séparées par un isolant. Ça peut être du vide, ça peut être autre chose. Et chacune des deux plaques est reliée à l'extérieur par une petite tige afin de le plugger dans un circuit. Vu que ces deux plaques, qu'elles soient enroulées l'une autour de l'autre comme avec un cylindre ou face à face ici, comme avec mon affaire, on a souvent tendance à présenter un condensateur de cette manière. Avec deux plaques métalliques, avec ici entre les deux, j'ai placé du vide, mais on pourrait avoir un autre isolant quelconque. Le principe étant que on ne pourra pas avoir de charge, on pourra facilement passer d'une plaque à l'autre. Et on a ici les petits fils qui sortent. Là, aux plaques, on donne parfois le nom d'armature. Si je prends ces plaques-là et que je viens mettre une batterie, avec ici le pôle positif à droite, le pôle négatif à gauche, une vue c'est symbolique qu'on va souvent donner à une batterie, à une source de tension. Ça va être comme ceci, avec une petite ligne pour indiquer le pôle négatif, la borne négative, et une grande ligne pour indiquer plutôt le côté positif, avec le plus grand potentiel. Et si on vient appliquer une différence de potentiel comme ça en pluguant avec un fil métallique nos deux plaques avec une source de tension, nos deux plaques sont composées de matière, donc contiennent des électrons ainsi que des noyaux. Si je regarde sur cette plaque-là, les électrons de cette plaque-là voient la Terre promise, un très haut potentiel qui s'étend ici. Donc, un électron va avoir tendance à partir de la plaque, s'en aller vers la borne positive. Ce faisant, il laisse son noyau orphelin derrière, et pomper, et continue son chemin jusqu'à arriver à l'autre plaque. Rendu là, il y a du vide entre les deux, ne peut pas retourner d'où il est parti, et coincé là. Un deuxième, même chose, part ici, bouge, 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 wow, pomper de l'autre bord, arrive jusqu'à l'autre plaque, laisse lui aussi son noyau derrière, et ainsi de suite. Troisième électron, par exemple, saute, comme ça, arrive là, laisse son noyau, et ceci continue tant et si longtemps que le potentiel, la différence de potentiel aux bornes de la pile est plus grande que celle aux bornes de la plaque. Une fois que la différence de potentiel entre les deux plaques ainsi que aux bornes de la source est la même, l'électron n'a plus d'avantage à se rendre jusqu'à la borne positive. Il est aussi bien de se laisser là sur la plaque. Il va être au même potentiel, ça ne change rien. Il est plus attiré. Fait éventuellement, à force de faire migrer des charges d'un côté à l'autre, nous allons avoir la même différence de potentiel aux bornes de la pile qu'aux bornes du condensateur. Et nous allons avoir une certaine charge qui va être accumulée sur les armatures de notre condensateur, sur les plaques. Du côté positif, je vais noter cette charge grand Q. Du côté négatif, je vais noter cette charge carré négative moins grand Q. En valeur absolue, c'est la même. Si j'ai des plus à droite, c'est parce qu'il y a des moins qui ont été chippés à gauche. Une fois le condensateur chargé, on peut retirer la batterie. Fait que venir introduire une coupure dans le circuit ici. Ce faisant, les charges restent coincées là où elles sont. Elles pourraient voyager dans le conducteur si ça leur tentait, mais un, s'ils arrivent au bout ici, ne peuvent pas poursuivre leur voyage dans le fil, parce qu'il n'y a plus de fil. Elles devraient traverser une quantité de vide, comme ici entre les plaques du condensateur. Donc une fois qu'on débranche les fils de la pile, la charge reste coincée là où elle est. La différence de potentiel entre les bornes ici de mon condensateur est la même que celle que je viendrais mesurer ici aux bornes de mes deux fils qui dépassent. Toute la charge reste coincée là. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on a bel et bien accumulé de la charge sur un condensateur? Ben, on va essayer de l'utiliser. Premièrement, on peut venir charger le condensateur en branchant ses bornes sur une batterie, comme on vient d'en parler. Ce faisant, on va mettre une différence de potentiel à ces bornes, mettre de la charge. En la mettant en contact d'une ampoule, on voit l'ampoule s'allumer, signe qu'on a de la charge qui a passé à l'intérieur. On peut aussi voir que le temps de charge est très petit, je n'ai qu'à venir
toucher pendant qu'une fraction de seconde la borne négative de ma pile, et ça suffit à la charger. J'ai aussi vu l'ampoule s'allumer de la même manière. Et on va donner une constante de proportionnalité qui va lier la charge qui a été migrée en raison de certaines différences de potentiel. Cette constante-là, on la nomme C, qui se trouve à être la capacité du condensateur. C'est la constante de proportionnalité entre Q, la charge qui a été mise sur les plaques, et delta V, la différence de potentiel aux bornes du condensateur. Les unités de la capacité sont le farad, qu'on écrit avec un F majuscule. C'est ça qui nous dit, pour une différence de potentiel donnée, quelle va être la charge qui va être accumulée sur nos plaques. Si on a une différence de potentiel plus grande, on va accumuler une charge plus grande. Par exemple, si à la place de mettre une batterie 1,2 volts, je mettrais une batterie 9 volts, ben, j'aurais eu plus d'électrons qui auraient migré ici. Donc, plus de plus laissé derrière qu'avec ma simple batterie de 1,2 volts comme j'avais ici. Plus delta V augmente, plus la charge augmente. La capacité en tant que telle, même si on l'écrit comme ça avec une charge et une différence de potentiel, n'est pas affectée par ces deux quantités. On a le ratio juste pour dire que quand delta V augmente, on a la conséquence que Q augmente. Ce qui peut faire varier C, ce qui peut faire que pour une même différence de potentiel, notre condensateur va pouvoir accumuler plus de charge, va dépendre de certains paramètres. Je vais alléger un peu mon setup en notant les charges. Je vais laisser cependant le grand Q et le petit Q. Nos deux plaques vont avoir une certaine aire. Une aire que je vais appeler grand A. Elles sont aussi séparées d'une certaine distance. Une distance que je vais appeler petit d. Ce qui affecte la capacité, ça va être ces deux quantités-là. Par exemple, si mes plaques sont plus grandes, ben, je vais être capable de mettre plus de charge dessus. Et la distance entre les deux va aussi affecter la chose, parce que si jamais j'affecte la distance entre les deux plaques, ça va venir affecter la différence de potentiel. On va s'en jaser tout à l'heure. Pour l'instant, on va avoir que la capacité, si j'ai du vide entre les deux plaques, elle va être donnée par la permittivité du vide, epsilon 0, fois l'air de chacune de mes deux plaques. Je suppose ici que les deux ont la même aire, divisé par D, la distance qui les sépare. Fait que plus mes plaques sont grandes, plus la capacité est grande, puis je vais pouvoir mettre de charge pour le même différent de potentiel. Plus les plaques sont loin, donc plus sont loin l'une de l'autre, plus D est grand, plus ma capacité au contraire va diminuer. Pour une même différence de potentiel, je vais être capable de mettre moins de charge sur mes plaques. Selon la géométrie du condensateur ainsi que parfois le matériau qui se trouve entre les armatures, on peut avoir des condensateurs qui vont avoir plusieurs capacités différentes. Par exemple, on peut en avoir ici un de 4,7 microfarad, un de 10 microfarad. Celui utilisé dans la démonstration avec la petite ampoule rouge était quant à lui de 60 millifarad. Donc, chacun de ces condensateurs va pouvoir, pour une même différence de potentiel, plus sa capacité est grande, stocker une charge plus importante. Par exemple, celui de 10 microfarad peut pouvoir stocker une quantité de charge plus importante que celui de 4,7 microfarad. On peut se convaincre de la capacité d'un condensateur plan, donc avec des plaques planes, de la manière suivante. Donc, j'ai deux plaques d'air grand A séparées par une distance petit d. Donc, on a les petites tiges qui partent peut-être se connecter vers quelque chose d'autre, sait-on jamais. Et ça, c'est des plaques chargées, c'est des systèmes qu'on connaît. On sait trouver le champ électrique créé par des plaques chargées. Entre autres, on sait que le champ, du point de vue des charges positives, va aller vers l'extérieur, du point de vue des charges négatives, va aller vers ces charges. Donc, entre les deux plaques, le champ va se diriger. Comme ça, on va avoir un champ électrique non nul qui va se diriger globalement vers la gauche. En valeur absolue,
La différence de potentiel entre les deux plaques, on pouvait l'écrire en fonction du champ électrique E, puisqu'il est uniforme. La différence de potentiel, je le répète, en valeur absolue, c'est donné par le champ électrique fois la distance entre les deux plaques. Et ça, c'est en valeur absolue. Mais aussi, on peut écrire le champ électrique entre les plaques en fonction de la densité qui se trouve sur celle-ci. Fait que pour une charge, pour une plaque, devrais-je dire, le champ électrique que cette plaque-là crée en grandeur était donné par la valeur absolue de la densité surfacique de charge sur 2 epsilon 0. Et ici, j'ai deux plaques avec la même densité, une positive, une négative. Entre les deux, le champ est donné par la somme du champ que font les deux plaques. Fait que le champ que crée la charge positive plus le champ que crée la plaque négative. Et on se retrouve donc avec, entre les deux plaques, un champ donné par ceci, la densité de charge surfacique, divisé par epsilon 0, la permittivité du vide. La densité de charge, on peut l'écrire comme la charge divisée par l'air. Et j'ai une certaine charge que j'avais appelée grand Q, appliquée sur l'air que j'avais appelé A. Donc le champ électrique entre les deux plaques, qu'ici j'avais appelé E tout court, je vais donc l'appeler E tout court. Je peux le réécrire comme la charge divisée par l'air sur epsilon 0. Si je définis grand Q comme étant la charge positive, toutes ces quantités sont positives, je peux donc le réécrire comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais venir le mélanger avec mon équation de la différence de potentiel entre les deux plaques. Ceci, je répète, est en valeur absolue, mais à la fin, ça n'aura pas d'importance. Fait que champ électrique est donné par ça, donc la différence de potentiel va être donnée par la charge sur une des plaques divisée par l'aire d'une plaque, epsilon 0, distance entre les deux. Et ce que je vais faire, je vais envoyer ça et ça de l'autre côté, envoyer delta V à droite. J'ai donc epsilon 0 A sur D, qui est égal à Q sur delta V. Et la charge divisée par la différence de potentiel, c'est la définition aussi de la capacité. Dans la capacité, la différence de potentiel est aussi prise en valeur absolue. C'est pourquoi ça ne change rien ici que je l'ai pris en valeur absolue. C'est la motivation pour laquelle la capacité d'un condensateur blanc vaut cette expression. Et finalement, on représente souvent schématiquement un condensateur comme deux barres verticales, comme ça on voyait deux plaques vues de côté, avec des fils qui partent de chaque côté, comme ceci, qu'on va ensuite relier à d'autres éléments du circuit, d'autres condensateurs, une pile, etc.